aujourd'hui, avec nos deux panélistes, on va apprendre ce qu'on doit savoir en matière d'expansion ou de déménagement aux États-Unis. Ils vont pouvoir répondre à des questions, pourquoi la Floride, les mesures incitatives offertes par la Floride et tout ce que vous devez savoir avant de vous installer ou de vous développer aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, nos deux panélistes font aussi partie du conseil d'administration de la Chambre de commerce Canada-Floride. Nous avons avec nous Mme Sophie Lalonde, qui est présidente et planificateur financier et spécialiste transfrontalier chez 3D Financial. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur financier. Elle est l'une des rares spécialistes en planification financière transfrontalière en Amérique du Nord. Elle est reconnue et agréée en tant que professionnelle de la planification financière et de la gestion du patrimoine au Canada et aux États-Unis. Elle est réglementée à la fois par l'OCRCVM, l'organisme canadien de réglementation du commerce et des valeurs mobilières, et par l'Autorité de réglementation du secteur financier américain. Son expertise aborde les complexités auxquelles font face les personnes qui sont des citoyens duals, canadiens et américains, et ou ceux qui possèdent des actifs des deux côtés de la frontière, grâce à des stratégies de planification adaptées et une vue holistique de la gestion du patrimoine. Donc, bienvenue, Madame Lalonde. Nous avons aussi M. Essam Ouriaban, qui est directeur de Enterprise Florida, le bureau du Canada. Essam a été détaché auprès d'Enterprise Florida en tant que consultant en développement commercial à la mi-2017 et promu directeur en 2021. En raison de son expérience antérieure en tant que représentant sur le marché pour d'autres organisations internationales de développement économique, il a été embarqué pour aider les entreprises canadiennes dans leur stratégie d'expansion vers l'État de Floride et l'identification des opportunités commerciales et des investissements directs étrangers en Floride. Il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales et en diplomatie, d'un doctorat honorifique en relations internationales, ainsi qu'un doctorat auditeur en relations internationales et en diplomatie. Il parle couramment l'anglais, le français et le perse. Donc, bienvenue, M. Ouriaban, et je vais vous laisser avec joie à nos deux panélistes d'aujourd'hui. Donc, bonne formation, les essentiels. Merci. Merci beaucoup, Mélodie. Bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, je vais commencer un peu par rapport de Entreprise Floride, qu'est-ce qu'on fait internationalement ici au Canada. Donc, l'organisation de Entreprise Floride est une organisation publique et privée. C'est l'organisation principale par rapport d'investissement et commerce en Floride, dirigée par le gouverneur DeSantis. On a à peu près 20 bureaux partout dans le monde, dans les régions principales. Ici au Canada, on a deux bureaux, un en Toronto où je suis basé, un autre à Montréal avec mes collègues. En effet, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on aide ici surtout en Canada, on aide les entreprises canadiennes pour pénétrer le marché de Floride, pour les aider avec les subventions économiques, financières, avec l'aide juridique et donner un peu d'informations sur le marché de Floride pour ceux qui sont concernés pour investir en Floride. Mettez-vous en contact avec les acteurs principaux et les autorités. Je vais parler un peu par rapport de taille de l'État de Floride en perspective. Là, en ce moment, aux États-Unis, parmi les 50 États, Floride est le quatrième plus grand économie dans les États-Unis, avec une population de à peu près 22 millions, qui est juste après Californie et New York. Notre PBI est à peu près 1,2 milliard de dollars. C'est ce qui ça va nous mettre, si on était un pays indépendant, on serait le 15e plus grand économie dans le monde. Donc, ça veut dire beaucoup sur le marché de Floride, les différentes opportunités. Il y a plusieurs industries, secteurs industrie principaux qu'on a des clusters en Floride, surtout aérospatial, tout ce qui est manufacturing, sciences-vie, etc. Voilà un tableau par rapport de nos grands partenaires partout dans le monde. Comme vous pouvez voir, Canada est notre deuxième plus grand partenaire
par rapport d'importation, exportation et investissement dans les deux sens. Donc, c'est pas juste le visiteur de Disney. Il y a beaucoup d'opportunités vers Floride depuis Canada, dans le secteur aérospatial, dans le secteur d'agriculture, pétrochimical et tout ça. Et voilà, sur notre un peu de snapshot sur notre imposition en Floride. Donc, d'abord, il y a 0% impôt sur le revenu personnel dans l'État de Floride. Et notre imposition corporative est à peu près 5,5%. C'est ce qui est le plus bas dans le sud-est des États-Unis, comme vous pouvez comparer aux autres États proches de nous, comme Georgie, qui est 6%, etc. Et c'est vraiment un marché international qui vous donne accès aux autres pays au sud-est des États-Unis, mais aussi Amérique latine et Caraïbes. Donc, ça va vous faire moins cher de faire affaire en Floride si vous avez une stratégie de pénétrer le marché de l'Amérique latine depuis Miami que les autres États d'abord. Et même si vous êtes en Miami, ça va vous couper le taux de transportation de vos biens vers ces marchés. L'économie, un peu en contexte, comme que j'ai dit, on a à peu près 10 millions de gens prêts à travailler dans l'État malgré la pandémie. Donc, ça, c'est un grand talent pool disponible dans le marché de Floride. Surtout si vous voyez que les gens qui peuvent travailler ont plutôt bilingue, anglophone, espagnol. Vers comme les régions de Miami et tout ça. Euh, Comme je dis, c'est une grande économie. Il y a aussi beaucoup des activités de recherche et développement qui se passent en Floride. Il y a beaucoup de centres d'excellence, des universités, on travaille avec. Donc, si c'est quelque chose que vous êtes intéressé par rapport de faire un projet de recherche et développement, on a aussi un fonds de 16 millions de dollars pour les entreprises de faire avantage de prendre ces fonds pour les utiliser vers recherche et développement en Floride aussi. Même, comme je dis, même malgré la pandémie, on a eu une augmentation de notre économie pendant ces 2 dernières années. La population a augmenté. Comme vous pouvez voir, il y a environ 1 million de gens qui se déménagent en Floride par jour. Donc, on a vu beaucoup des entreprises qui ont déménagé depuis Floride, depuis Californie, New York et des autres juridictions qui plus cher pour faire affaire en Floride parce qu'il y a un talent pool disponible. Le coût de vie est moins bas en Floride et même accès, ça vous donne accès aux régions internationales. Commerce international, comme vous pouvez voir, on a à peu près 3-4 pays dans nos plus grands partenaires de commerce. Comme vous pouvez voir, le volume de commerce international depuis Floride est à peu près 164 milliards de dollars. Et ça, c'était les chiffres de 2021. Et on espère d'augmenter cette taux-là. Comme il y a de principaux partenaires à importation comme Chine, Japon, Brésil surtout, on importe beaucoup de pièces d'ingénieurs, de pièces pour les avions et tout ça. Là, un peu sur la connexion Floride-Canada, qui est important. On a à peu près 500 entreprises canadiennes qui travaillent sur terre en Floride en ce moment. Ils engagent à peu près 60 000 Floridiens dans leur entreprise
basés en Floride, dans tous les secteurs d'économie, mais surtout tout ce qui est high-tech, tout ce qui est aérospatial, logistique aussi. Et aussi sciences vie, biotechnologie. Il y a beaucoup des entreprises canadiennes dans le secteur de MedTech qui travaillent en Floride aussi. Et le taux de commerce est à peu près 12,4 milliards de dollars entre les deux. Floride et Canada. Donc, il y a beaucoup d'affinités pour les Canadiens en Floride. Il y a à peu près, là, en ce moment, entre 450 000 Canadiens qui habitent en Floride année par année. Ils ont beaucoup de résidences, ils ont leur propre propriété. Donc, c'est vraiment un marché qui est connu pour les Canadiens. Et surtout Québec aussi, c'est l'un de nos grands partenaires parmi les autres provinces de Canada. Donc, évidemment, nos deux plus grands partenaires en Canada est Ontario et Québec. Donc, comme vous pouvez voir, l'exportation, le valeur d'exportation entre Québec et Ça y est, Sam, il a gelé. comme Des problèmes oui, techniques. comme vous pouvez voir, le taux d'exportation en Québec et Floride est à peu près 1,5 milliard de dollars. C'est ce qui est grand par rapport de marché. Et il y a aussi des routes directes entre les villes principales canadiennes envers Floride, comme Miami, Fort Lauderdale, Tampa et les autres juridictions. Un petit tableau des grands joueurs canadiens qui ont actifs en Floride en ce moment. Comme vous pouvez voir, Air Canada, évidemment, Bombardier, des organisations financières et bancaires comme Desjardins, TD et RBC aussi ont actifs en Floride. Je vais juste terminer ici par rapport de mettre les chiffres en perspective aussi. Canada est notre troisième plus grand partenaire d'importation pour Floride. Donc, comme vous pouvez voir, on échange à peu près 87 milliards de dollars de biens et de services entre nous deux. Il y a beaucoup des exportations des entreprises floridiennes en agriculture, comme j'ai dit, pièces d'avion, pièces automotives et tout ça qui vient vers le marché du Canada et l'inverse aussi. Donc là, ici, je vais passer parole à ma collègue Sophie pour parler par rapport d'enjeux d'investir en Floride. Donc, merci à Sam. Comme vous pouvez voir, évidemment, il y a énormément d'opportunités en Floride. Et Sam et moi, nous y étions cet été avec la Chambre de commerce de la Floride pour la dernière mission commerciale. Ça va sans dire, l'atmosphère, elle est prospère, l'énergie est vibrante, elle est excitante. Ils veulent faire affaire avec nous autres. Donc, c'est bien, c'est super, on est excités, on part notre entreprise en Floride. Gardez en tête que vous avez traversé la frontière en faisant ça. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au fond, au Canada, on travaille sur le Commonwealth. Au Québec, on travaille sur le Code civil du Québec. Mais quand vous allez traverser la frontière, vous allez vous retrouver aux États-Unis, vous allez travailler avec le Common Law, puis en Floride, vous allez travailler avec le State Law. C'est-à-dire que il y a des États, en passant, si vous allez en Californie ou la côte ouest ou sud-ouest, une petite parenthèse, vous allez travailler sur le Community Property, mais en Floride, vous allez travailler sur le State Law. Ce qui veut dire que quand vous venez me voir, puis je vous dis, faites attention avec les Limited Partnerships, si vous les détenez personnellement. Pourquoi? Parce qu'en Floride, le Limited Partnership est considéré personnel et du côté canadien-Québec, c'est considéré corporatif. Donc, vous allez vous retrouver avec une double imposition. Pourquoi? Parce que, là, je fais un vol un petit peu 10 000 pieds dans les airs. Pourquoi? Parce que vous avez ignoré les deux bases, au fond, les deux fondamentales que vous devez prendre en tête pour aller chercher vos crédits d'impôt au niveau du Foreign Tax Credit. La première étant votre timing.
Donc, l'année fiscale que vous réclamez, soit vos revenus, vos dépenses, doit être équivalente du côté du US et du côté canadien. Et puis la deuxième, c'est la catégorie. Donc, la catégorie où ce que vous enregistrez votre dépense ou vos revenus doit être pareil. Donc, dans ce cas-ci, quand on parle d'un limited partnership, on parle du personnel du côté US, on parle corporatif du côté canadien. Donc, les catégories sont différentes. On perd le foreign tax credit. C'est difficile de faire de l'argent quand on commence à payer beaucoup d'impôts parce que si on a double imposition, ça devient difficile. Les marges se rapetissent. Donc, la structure, le premier point que j'essaie de vous dire, c'est que la structure de votre entreprise est importante. Si vous avez un limited partnership, ça prend un ULC. Si vous avez un C-Corp, ça prend un holding company. Je ne passerai pas à travers toutes les structures qui existent. Ça étant dit, je vais vous dire, par exemple, que ça serait important de parler à un professionnel qui connaît les lois des deux côtés des frontières pour s'assurer que vous avez la bonne structure quand vous commencez votre entreprise en Floride. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point que je voulais amener, c'était tout simplement aux US, aux États-Unis, il y a deux régimes de taxation. Il n'y en a pas juste un. Vous avez l'impôt fiscal sur les revenus, dont Sam a fait référence où ce que les taux sont assez bas en Floride. C'est super, on fait de l'argent, on ne paye pas trop d'impôts, ça c'est bien. Mais vous avez aussi un autre régime de taxation qui s'appelle le US Transfer Tax. Le US Transfer Tax, c'est tout ce qui est relié à la succession ou aux donations. Donc, souvent, vous allez entendre les gens parler aux États-Unis de US Estate Tax, de Gift Tax, de Generation Skipping Tax. Tout ça, c'est ce qui tombe dans le US Transfer Tax. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce qu'en tant qu'Américain, le US Transfer Tax dit que lorsque vous décédez, là, on parle de citoyens américains et résidents américains, incluant les green cards. Une petite parenthèse sur les green cards, parce que je reçois souvent ce commentaire-là. Je n'ai pas renouvelé mon green card. En passant les États-Unis, tu n'as pas renouvelé ton green card, tu as quand même une expansion de 8 ans avant que tu sois considéré non citoyen, à condition que tu fasses ta renonciation. Si tu n'as pas fait de renonciation, il y a quand même un 8 ans au moment que tu n'as pas renouvelé ton green card. Vous êtes quand même considéré citoyen américain, gardez ça en tête. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que ça dit que lors de votre décès, vous allez être taxé, c'est-à-dire les héritiers, l'estate, la succession va être taxée sur la juste valeur marchande de tous vos actifs que vous détenez au monde entier. Donc, pas juste ce que vous détenez aux États-Unis, mais tous les actifs que vous détenez au monde entier. Et je parle de juste valeur marchande, je ne parle pas de gain. Évidemment, en tant qu'Américain, on a un petit avantage, je dis en tant que Canadien. Donc, quand on tombe sur la catégorie qui s'appelle Alien, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est eux autres. Donc, les étrangers, nous autres, on est taxés seulement sur nos biens américains, ce qu'on appelle le US Citus Tax. C'est quoi le US Citus Assets? Bien, évidemment, on parle d'immobilier. Fait que les gens, pendant la pandémie, énormément de gens se sont achetés des immeubles aux États-Unis, ils prennent des loyers, etc. Donc, ça fait partie de ton US Citus Asset. C'est assez évident, tout ce qui est propriété, condo, etc. Les titres américains, qu'est-ce qu'on parle au niveau des titres américains? C'est que quand vous avez des investissements au Canada dans votre compte enregistré et vous détenez des actions comme Apple, Amazon, des obligations américaines, etc., même les fonds mutuels qui sont enregistrés. Puis quand je parle de fonds mutuels, je ne parle pas s'ils sont en devise américaine, autant que je parle où ils sont enregistrés, c'est-à-dire s'ils sont enregistrés avec MDFA ou s'ils sont enregistrés avec FINRA. Faites-vous-en pas, votre gestionnaire de portefeuille va le savoir, puis il va vous faire remplir ce qu'on appelle un F1135. Il y a aussi les actifs commerciaux, évidemment, vos entreprises. Donc, si vous partez d'une entreprise aux États-Unis, ça va sentir que l'entreprise fait partie de votre US Citus Asset, incluant évidemment l'équipement, les inventaires, le terrain, etc. Vous avez tout ce qui est les plans de retraite qualifiés, c'est-à-dire tous les plans enregistrés aux États-Unis avec FINRA ou US Securities, ainsi que les rentes viagères, c'est-à-dire les produits d'assurance et dans certains cas, l'assurance telle quelle. Non. Du bon côté, il y a une exception. On a une exemption de 12 millions cette année en 2022, ce qui veut dire que vous avez un crédit unifié de 4,7 millions. Puis en plus de ça, si vous êtes marié, puis s'il vous plaît, notez qu'en Floride, marié, ça veut dire vraiment un document légal, ça ne veut pas dire conjoint de fait.
Donc, si vous êtes marié, vous n'avez pas juste le 12 millions, vous pouvez doubler votre exemption à 24 millions. Là, vous allez me dire, mais Sophie, là, mes héritiers, là, sont pas capables s'ils ont commencé à s'ostiner avec 24 millions d'héritage, qui était au fond équivalent à 30 millions, parce qu'on parle de dollars US, on exagère, hein? Ils ont d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à fouetter. Pourquoi que j'en parle? C'est parce que c'est important de comprendre qu'en tant que résident canadien, vous pouvez être soumis aux droits de succession et à la taxe, parce qu'en tant que résident canadien, on ne reçoit pas l'exemption complète, on reçoit une fraction. Donc, c'est la valeur de nos propriétés américaines divisée par la valeur des actifs totaux. Fait que si tout d'un coup, le ratio se retrouve à 10 excusez, je viens de recevoir une note. Si vous recevez un ratio de 10 mais là, tout d'un coup, le crédit n'est plus 4,7 millions, mais plutôt 469 000. Donc, c'est beaucoup plus bas. Et pour mon deuxième point, bien, je vais vous donner un petit peu d'histoire, right? Pour vous expliquer un peu, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est que les impôts sur l'héritage débutent depuis le 18e siècle. Dans ce temps-là, au fond, qu'est-ce qu'ils mettaient? C'est une taille variable un peu, une petite taxe sur les legs qui allait plus ou moins à 0,02 la loi, vraiment, comme on la connaît aujourd'hui, elle a été écrite en 1916. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment sur l'héritage. Donc, on taxait vraiment l'héritage. Vous pouvez imaginer, les Américains sont quand même assez brillants, un peu comme aujourd'hui, ils ne veulent pas payer les impôts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, avant de mourir, on donnait tout. On faisait des dons à nos enfants, à nos conjoints, etc., à nos amis. Fait qu'on donnait tout. Fait qu'au moment de la succession, il ne restait plus d'actifs. L'IRS s'est retourné de bord et a dit non, 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 ça ne marche pas. Fait qu'en 1932, ils ont rajouté une nouvelle loi qui dit maintenant, les donations aussi font partie de l'héritage. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, on appelle ça le US Transfer. Donc, les donations ont le même niveau de taxation que la succession. Pourquoi je vous compte ça? En 2001, ils ont commencé à essayer de réduire, après la crise du 9/11, ils ont décidé de réduire l'impôt de la succession, les droits de succession, mais ce n'était pas fait de façon fixe. Donc, en 2011, on les a remis, encore pas fixe. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 2013, excusez-moi, en 2013, on a décidé de la mettre constante, c'est-à-dire permanente. C'est un peu comique parce que c'est le ATRA, ce qui veut dire qu'on parle des American Tax Relief Act, un peu ironique parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met maintenant constant, depuis 2013, l'impôt sur la succession avec une exemption de 5 millions et le taux marginal de 40 Pourquoi je vous compte ça? C'est parce que quand Trump a pris le pouvoir puis a décidé de monter l'exemption à 11 180 000 en décembre 27, c'est-à-dire qu'en 2018, il ne l'a pas mis permanente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on va prendre en décembre 2025, c'est-à-dire en janvier 2026, maintenant, on retourne à la loi de 2013, qui veut dire qu'on va retourner à 5 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Okay? C'est qu'au niveau de l'exemption, quand on parle du crédit à 12 millions, là, je vais prendre un exemple. Disons que Jacques et Madeleine, ils ont écouté SM, sont tous excités, sont mariés, puis ils décident de partir une entreprise. Jacques décide de prendre ça sous son nom. On prend une entreprise propriétaire seule, tout est bien. Fait que on part avec tout ça, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que 2 ans plus tard, Jacques meurt, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui arrive aux droits de succession? Bien, Jacques est dual citizen, c'est-à-dire citoyen américain et résident canadien, mais Madeleine, elle est seulement résidente canadienne. Donc, on est exposé en ratio, ce qui veut dire que le crédit unifié à 12 millions, étant donné qu'on parle que l'entreprise valait 2 millions, puis disons que les actifs mondiaux de Jacques étaient de 15 millions, bien évidemment, on reçoit une fraction, plus ou moins à peu près 13 là, 2 divisé par 15, c'est un petit peu au-dessus de 13. Donc, le crédit devient 135 et non 4,7 millions, ce qui veut dire qu'on a un petit peu de droits de succession,
Puis la deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que pour avoir la deuxième exemption de 12 millions, quand j'ai dit le conjoint de 12 millions peut avoir cherché le 12 millions, il faut qu'il soit citoyen américain. Si votre conjoint est canadienne, comme la plupart de nous autres que j'imagine en ligne en ce moment, bien évidemment, l'exemption est seulement de 164 000. Puis, tout autre, si on donne à nos enfants, et disons qu'on n'est pas marié, mais le conjoint est tout simplement un conjoint de fait, on regarde à 60 000. Donc, l'exemption est beaucoup plus basse. Mais à 12 millions, on n'est quand même pas si pire, même avec notre ratio, on n'est quand même pas si pire. Qu'est-ce qui arrive quand on descend à 5 millions? Bien évidemment, on a le même impôt sur la succession. On a 2 millions d'actifs. Donc, même impôt de 745 000, on a une exemption beaucoup plus basse. Pourquoi? Parce que le crédit unifié maximal maintenant est de 1,9 million et non de 4,7. Puis le pro rata, c'est-à-dire le 13 qu'on a droit du crédit unifié, excusez, est seulement de 259 000, ce qui veut dire qu'on doit pas loin de 25 de la valeur, ce qui fait quand même une grosse différence. Fait, pourquoi que je parle de ça? C'est qu'on se retrouve, quand on revient en janvier 2026, c'est qu'on perd le crédit exonéré de 12 millions, puis on descend à 5 millions. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui ont des propriétés aux États-Unis? C'est que vous voulez peut-être utiliser la donation à la place. Okay. Faites attention, par exemple. Là, vous êtes en train de m'écouter, puis vous dites, OK, pas de problème, je viens de réaliser que j'ai une propriété que j'ai achetée il y a 10 ans passés, j'ai un droit de succession. Donc, vous allez voir votre avocat, puis votre avocat vous dit, ben, OK, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va rajouter votre conjointe, puis on va rajouter vos enfants. Cela marche seulement si vous êtes américain. Rappelez-vous que si vos enfants ou votre conjointe est canadien, l'exemption, premièrement, est de 164 000. Puis, deuxièmement, au niveau de la donation, excusez, je n'ai pas la voix. Au niveau de la donation, l'exemption est seulement de 16 000. Pas juste ça, c'est que quand vous avez fait cette transaction-là, vous avez aussi indirectement vendu votre propriété. Donc, si vous vous retrouvez avec un gain capitaux, vous allez vous retrouver du côté canadien avec une taxe sur le gain capitaux, puis vous allez du côté US, vous allez vous retrouver avec une taxe du côté de la donation. Donc, du côté de la donation, tout d'un coup, l'exemption, elle est beaucoup moindre. Donc, vous retrouvez à peu près plus ou moins 400 000 d'exemption dans ce cas-ci, si jamais vous avez un gain capital. Puis, votre gain capital de 1,5 million, on se retrouve avec un autre taxe de gain au Canada de 360 000. Donc, votre brillante idée pour sauver les droits de succession vient d'augmenter. Vous aurez été mieux de garder les droits de succession, ça va coûter moins cher. Vient de vous coûter 3/4 million. Donc, ça n'améliore pas votre situation. Faites attention, quand vous faites affaire avec des stratégies, assurez-vous que la personne à qui vous parlez, premièrement, indiquez que vous êtes Canadien ou Américain, parce que ça fait une différence au niveau des stratégies. Et deuxièmement, assurez-vous qu'ils comprennent vraiment les lois des deux côtés de la frontière. Donc, ça, c'est une chose à venir. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut faire? Bien oui, évidemment. Parce que s'il n'y a pas de stratégie, je n'aurais pas d'emploi. Donc, oui, il y a des stratégies qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, une des choses qu'on peut faire, comme j'ai mentionné, la première chose, c'est que j'ai parlé de la structure, right? Ça, c'est une chose à faire. La deuxième, c'est comment j'enregistre ma propriété. OK? Revenons à notre exemple de Jacques et Madeleine. Jacques détenait la propriété en tant que propriétaire seul, c'est-à-dire sole ownership. Quel est le problème avec ça? Bien, évidemment, au moment de sa mort, bien, premièrement, l'entreprise devait passer à travers un service d'homologation, right? L'homologation peut changer de 5 à 20 dépendant si on s'ostine pas, c'est-tu compliqué la succession ou non. Puis au fond, si on s'ostine parce que les États-Unis est quand même un pays procédurial, ça peut facilement, les avocats et les frais légaux peuvent facilement manger une grosse partie de la succession. Donc, je vous suggérais premièrement de vous assurer que le testament est bien écrit et enregistré en Floride. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que quand ça passe à travers le système d'homologation, c'est que Madeleine, qui hérite l'entreprise, ne l'hérite pas immédiatement, right? Il y a une procédure. Vous passez en bas de la ligne. Hein? On fait la queue leu.
C'est pas comme vous mourrez, puis demain, le gouvernement dit pas de problème, on va tout transférer les titres, etc. Non, non, ça prend du temps, ça prend un bon 6 mois. Donc, si l'entreprise a besoin de faire un emprunt ou a besoin d'un contrôle quelconque, évidemment, Madeleine est mal prise parce qu'elle n'a pas l'autorité de le faire. Donc, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'évidemment, au moment du décès, c'est 100 de la valeur de l'entreprise qui a été mis dans le droit de succession, donc beaucoup plus de taxes. Souvent, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est que si vous êtes en entreprise avec votre conjoint, ou achetez une propriété. Quand je parle de propriété, je parle évidemment, comme j'ai mentionné auparavant, la propriété réelle, ça inclut autant les propriétés personnelles comme les condos, les immeubles, les voitures, que les propriétés corporatives comme les entreprises. Right? Fait que souvent, quand on vient avec notre conjoint, qu'est-ce que l'avocat va vous dire, c'est de détenir la propriété en tenants by entirety ou qui est au fond un joint tenancy with right of survivorship for spouse. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce qu'on évite l'homologation. Donc, le transfert est fait immédiatement, il n'y a pas de frais d'homologation. Et la deuxième raison, c'est que seulement 50 de la valeur de l'actif est mis dans la succession, donc un montant beaucoup moins, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Une autre idée, cependant, comme j'ai dit, la déduction maritale, ça prend que le conjoint-conjointe soit américain. Souvent, dans notre cas, on est canadien. Donc, l'exemption est beaucoup moindre, right? 164 000, si on n'est pas marié, 60 000, donc l'exemption est beaucoup moindre. Est-ce qu'elle est assise pour couvrir le joint with right of survivorship, le droit de succession? Pas tout le temps. Donc, il y a des calculs à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut aller avec tenants in common, surtout quand on travaille avec nos enfants, nos partenaires, etc. L'avantage du tenants in common, c'est évidemment le désavantage, c'est qu'il y a des frais d'homologation, mais si déjà les gens travaillent dans la propriété, ils ont certains droits, right? Donc, il y a un frais d'homologation sur le pourcentage que vous détenez, mais la chose qui peut être intéressante, c'est que je peux donner à travers mon vivant. Pourquoi que je choisirais ça? C'est parce que dans le droit de succession, mon exemption de 164 000 est seulement une fois. Donc, j'ai juste un 164 000. Dans ma donation, j'ai le droit d'avoir une exemption de 164 000 pour mon conjoint marié par année. Évidemment, au niveau de la succession, si c'est mes enfants ou mes partenaires, etc., mon exemption est de 60 000. Malheureusement, sur donation, elle est seulement de 16 000, right? Mais elle est par année, par personne. Donc, je peux donner de plus en plus. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au moment de ma mort, seulement le pourcentage que je détiens de mon entreprise ou de mon bien est rajouté au droit de succession. Donc, un montant beaucoup moindre, right? Là, on va s'entendre. 16 000 par année, si je veux avoir mon enfant, prendre ma corporation, ça va être long. Surtout si la corporation a une certaine valeur marchande, puis qu'elle continue à croître. Ça va être long avant qu'on arrive au profit, right? Donc, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut faire? Oui, évidemment, on peut aller avec les fiducies. Donc, les fiducies, il y en a plusieurs. Sam, do you mind changing? Les fiducies, il y en a de toutes les sortes, toutes les couleurs, toutes les grandeurs. Il y en a qui sont révocables, il y en a qui sont irrévocables, il y en a de mon vivant, il y en a de ma mort, il y en a qui sont à ma déshabilité, il y en a qui sont je garde le contrôle, je ne garde pas le contrôle, je reçois le revenu, je ne reçois pas le revenu, etc. Il y en a pour les fondations. Vous en avez une couple de nommés ici, le Elite étant un des plus reconnus au niveau des assurances si vos enfants sont canadiens, qui est un Irrevocable Life Insurance Trust. Différentes stratégies existent. J'ai un livre de 2 pouces d'épais qui a toutes les sortes de fiducies qui existent avec les différentes règles, puis qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Évidemment, c'est nous, les professionnels ou le professionnel avec qui vous travaillez, qui va vous dire quelle fiducie mettre en jeu. Mais sachez qu'il y a des fiducies. Donc, 3 choses qu'on peut faire pour réduire notre problème, c'est qu'évidemment, la structure est importante, comment on enregistre notre propriété est important, et aussi on peut utiliser les fiducies, c'est une autre façon de le faire. Là, maintenant que je vous ai fait peur, bien là, je vais vous passer la parole à Yossam qui va vous expliquer les avantages et les subventions et les crédits que vous pouvez aller chercher en Floride. Fait que on va commencer à vous encourager à la place. Merci beaucoup, Sophie. Oui, comme Sophie a dit, dès que vous avez établi votre identité
d'entreprises en Floride. Il y a plusieurs façons de prendre avantage des subventions financières, aides financières que l'État de Floride vous offre. Le premier, c'est le QTI. Donc, ça veut dire pour chaque employé temps plein que vous engagez sur Terre en Floride, vous avez à avoir à peu près 3 jusqu'à 4 000 dollars par l'État. Ça, c'est si ces employés sont dans les grandes métropoles. S'ils sont hors de ces grandes métropoles, le montant va augmenter jusqu'à 5 à 6 000 dollars par tête. Donc, ça, c'est le plus important aide qu'on donne aux entreprises qui vont engager les gens en Floride. Ensuite, si vous êtes une entreprise qui va fabriquer des choses en Floride, tout ce que vous avez dépensé sur achat des machineries, achat et tout ce qui est par rapport de vos usines, on va vous retourner ces sales tax à la fin d'année. Comme j'ai dit, il y a aussi un tax credit, un crédit d'impôt de recherche et développement. C'est à peu près 16 000 dollars chaque année. On va étudier le projet de recherche et développement avec vous. On va étudier le scope, le durée. Et après, vous allez avoir accès à ces fonds. Il y a juste un caveat, c'est ce qui est cette activité doit prendre place en Floride, soit avec vous-même, soit avec un autre partenaire comme une université ou centre d'excellence, mais c'est tout. Il n'y a pas de grand-chose. Il y a aussi des autres subventions et services qu'on donne. Je vais parler un peu après la parole de Sophie à la fin. Donc là, je vais repasser la parole à Sophie pour vous dire comment attracter les employés. Donc, évidemment, une nouvelle entreprise, ça signifie des nouvelles équipes. Comme ça mentionne, la Floride est prête à vous donner des subventions, des crédits, c'est super. Mais une entreprise sans employés, ça va pas loin. Et on va être honnête, en ce moment, comme Sam a mentionné, l'économie en Floride, elle est forte. Donc, ce qui veut dire que le marché de travail est serré. Donc, vous avez besoin d'attirer des employés qualifiés. Puis comment qu'on peut faire ça? Mais évidemment, c'est avec des plans des bénéfices sociaux, donc des plans de retraite qualifiés. C'est une des façons les plus reconnues que les Américains apprécient, surtout en Floride. Donc, évidemment, il y en a plusieurs. On n'ira pas dans les détails de chacun. Comprenez que dans la diapositive que vous regardez en ce moment, vous voyez plusieurs noms de plans. Plus vous allez à gauche, plus ça coûte cher, plus il y a de l'administration, mais d'un autre côté, plus je peux mettre de l'argent de côté et avoir des discussions, c'est-à-dire que pour les grosses compagnies, je peux aller jusqu'à 229 000 par année, c'est quand même assez bien, mais on demande plus de contrôle, plus d'administration. Tout plan qualifié est enregistré sur ERISA. Ça veut dire qu'on parle de couverture, participation, vesting et puis divulgation et fiduciaire. Donc, plus on va à gauche, plus nos responsabilités sont fortes, plus la demande administrative est forte, donc plus ça va être des plans qu'on va utiliser au niveau des grandes entreprises. J'imagine ici, quand on parle avec la Chambre de commerce de Laval, on va regarder à des compagnies un petit peu plus petites. Donc, on parle plutôt à des petites capitalisations, à moyenne capitalisation. Fait qu'on va aller plutôt du côté droit. Fait du côté droit, ce qui est le fun, c'est qu'on a encore des plans de retraite qualifiés. Donc, on est encore sur ERISA, ce qui veut dire qu'on a une garantie et on est protégé sur ERISA. ERISA, c'est the Employee Retirement Securities Income Tax, juste pour ceux qui veulent savoir c'est qui. Mais qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on a les contributions que vous faites à ce niveau-là. Ils sont premièrement déductibles à l'employeur, ce qui est bien. Ça veut dire que vous évitez la taxe sur tout impôt qui est relié à l'emploi et à Health Tax Services. Donc, vous évitez le Social Security, le Health Tax dans tout montant que vous mettez dans ce plan-là. Et puis, ce n'est pas taxable à l'employé. Différent du Québec, quand on reçoit un bénéfice social comme un REER, quoi que ça, que votre employeur vous donne, vous allez recevoir un bénéfice taxable. Right? C'est rajouté sur votre impôt, puis après ça, vous prenez la déduction parce que vous avez mis dans le REER.
Aux États-Unis, ce n'est pas rajouté sur votre revenu. Donc, il n'y a pas de bénéfice taxable. Okay? Les investissements, la même chose qu'ici, si on a un fonds enregistré, évidemment, les investissements sont non taxables jusqu'au moment qu'on les sort et ça sort comme revenu. Donc, on croit protéger de l'impôt. Okay? Mais la chose que j'aime le plus du côté droit, c'est qu'évidemment, on parle de flexibilité. Right? Fait que quand je contribue, okay, différent du côté gauche, quand je fais des contributions, il doit être annuel puis il doit être constant. Je ne peux pas changer mes contributions. Okay? Du côté droit, je peux être flexible au niveau de mes contributions. Donc, que j'aille utiliser un profit sharing qui soit basé sur des actions, des options, sur tout simplement du comptant. Okay? Je peux choisir ma formule. Puis, je peux même choisir de donner 0 si jamais j'ai une mauvaise année. Okay? Fait que ma formule peut être basée sur mon bénéfice net, elle peut être basée sur l'âge de mes employés, elle peut être basée sur une marge que si jamais j'obtiens tel niveau, je vais partager le profit à tel pourcentage. Tant et aussi longtemps que je peux mettre une formule puis qu'elle est raisonnable et répétable, que je peux la répéter, we're good to go. On peut y aller. OK? Donc, la seule chose, par exemple, c'est que la formule, quand on dit qu'on peut donner 0, évidemment, sur un plan de 5 ans, IRS demande au moins que 3 ans et des contributions. Parce que sinon, ils vont commencer à dire, bien là, au fond, là, surtout si l'économie est bonne et vous ne faites pas de contribution, ils vont dire, bien là, vous n'avez pas vraiment un plan qualifié, right? Donc, les plans qualifiés, ils ont ça. Souvent aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des stratégies qui amènent la motivation pour nos employés qui soient du même côté que nous, que la compagnie fasse de l'argent, que j'appelle souvent les golden handcuffs, okay, les menottes dorées. Pourquoi? Parce qu'on va mettre un vesting period, right? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, regarde, si tu fais tel profit puis tu réussis telle performance, je vais te donner des options ou des actions de la compagnie, mais je vais les verser seulement dans le futur. Fait que tu dois rester avec moi pendant le nombre d'années. Il y a 2 formules qu'on peut utiliser quand on fait ça. Soit qu'est-ce qu'on appelle le 3-year cliff. Le 3-year cliff, ça veut dire que, bon, ben, je mets mes options dans le compte de fiducie. Elles sont là, OK? Puis tant et si longtemps que tu restes avec moi pour 3 ans, dans 3 ans, je vais te verser 100 des options que tu as gagnées. L'autre qui est plus souvent utilisé, c'est le 2 à 6 ans, qui est pourcentage. Donc, ça veut dire, c'est la même chose. Je mets mes options dans un trust. Puis, je dis à mon employé, ben, dans 2 ans, si tu es encore avec moi, ben, je vais te donner 20 3 ans, un autre 20 4 ans, un autre 20 jusqu'à 6 ans, où est-ce que tu vas recevoir 100 de tes options. Donc, c'est ça la formule qui est souvent plus utilisée. Ce qui fait que l'employé est un petit peu plus que ce qu'on appelle sticky, hein? Parce que quand la compétition arrive et il veut venir voler votre employé qualifié, ben là, il garde en tête, ah, ben, tu sais, j'ai quand même un demi-million d'actions sur la corporation, je ne suis pas trop sûre que je veux vraiment partir. Donc, c'est quand même une formule qui est intéressante pour garder vos employés. Puis la dernière chose, puis l'autre chose aussi, c'est que si jamais l'employé part, c'est-à-dire que ces options-là ou ces actions qui sont dans le fonds, OK, peuvent être soit gardées pour des contributions futures des autres candidats ou tout simplement distribuées aux autres candidats. C'est vraiment l'employeur qui va faire la décision, dépendant de ses besoins ou qu'est-ce qu'il veut faire, right? Mais, puis l'autre chose, la dernière chose qui est fun avec les plans qualifiés, c'est que, ça va falloir aller un petit peu plus en détail là-dessus, c'est qu'on peut sortir l'argent de nos plans. Ici, au Québec, disons qu'on a un plan enregistré des REER, puis on veut sortir notre actif, on va avoir l'impôt à payer. Donc, il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit. Aux États-Unis, en Floride, les plans de retraite qualifiés, il y a, puis pas juste les plans de retraite qualifiés, tout plan qui a un avantage fiscal, a une pénalité de 10 si vous ressortez avant 59 ans et demi. Okay? Donc, le gouvernement veut vraiment que vous gardiez vos fonds pour votre retraite. Ils ne veulent pas que vous le sortez. Dans les plans qualifiés, l'avantage, c'est que vous pouvez sortir sans pénalité s'il y a une urgence. Qu'est-ce qu'ils appellent une urgence? Il y a une dizaine de règles. Les urgences, ça va de tout comme la maison, à l'éducation, à la santé. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a plusieurs, qu'est-ce qu'ils appellent l'urgence. Et vous pouvez ressortir sans frais. Okay? Vous allez payer l'impôt, mais sans frais. Ou vous pouvez faire des emprunts. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impôt parce que vous avez fait un emprunt.
vous pouvez emprunter contre votre plan qualifié. Donc, c'est un avantage qui est quand même assez substantiel pour donner de la flexibilité. Un des plans que moi, je préfère, OK, pour les jeunes entrepreneurs qui s'en vont en Floride en tant qu'entrepreneur, entre lui et sa femme, disons qu'on est un couple, le 401, le 401k pour propriétaire, le solo 401k. Pourquoi je l'aime? Premièrement, il y a tous les avantages que je viens de nommer. C'est flexible. Je peux mettre en tant que propriétaire au-dessus de 61 000 par année de déduction. Puis en plus de ça, je peux prendre le Roth 401k de 20 500. Donc, je peux quand même mettre pas mal d'argent de côté. Le Roth 401k, c'est très semblable à ce qu'on appelle un CELI de notre côté de la frontière. Donc, ça me permet, c'est pas déductible, mais c'est quand même non taxable à travers les années. Puis la deuxième chose qui est vraiment le fun avec le 401k, c'est qu'il est simple. C'est une formule. Vous remplissez un F, qu'est-ce qu'on appelle un 5500IZ, qui est juste une formule. Okay? C'est un formulaire qu'on remplit puis qu'on donne une fois par année si le fonds est au-dessus de 250 000. S'il n'est pas au-dessus de 250 000, vous le faites à l'ouverture jusqu'à temps que le fonds soit à 250 000. Donc, au niveau administratif, c'est très simple. Vous avez tous les bénéfices, mais vous n'avez pas besoin de toute l'administration qui va avec. Vous n'avez pas besoin de faire le supplemental plan, etc. Vous n'avez pas besoin de donner parce que les employés, au fond, sont vous, les deux entrepreneurs, right? Vous et votre conjoint. Donc, ça, c'est une des formules que je suggère souvent pour les jeunes entrepreneurs qui partent leur première entreprise aux États-Unis. L'autre chose que je voulais mentionner, on a parlé un petit peu des stock options. Et puis, au niveau des stock options, il y a deux catégories. Sam, tu peux-tu changer, s'il vous plaît? Il y a deux catégories. Pourquoi je mentionne ça? C'est qu'un peu comme ici, on a qu'est-ce qu'on appelle le CCPC versus le non-CCPC. Aux États-Unis, ils ont qu'est-ce qu'ils appellent le ISO versus le NQSO. Je mentionne ça tout simplement pour les cadres qui souvent vont aller aux États-Unis pour recevoir des options ISO pendant une couple d'années, puis après ça, ils reviennent, right? Très important d'exercer vos options avant de passer la frontière parce que vous allez perdre vos qualités. Le ISO, différent du NQSO, c'est qu'il n'est pas taxable jusqu'au moment de la vente. Puis pas juste ça, c'est qu'au moment de la vente, c'est un gain capital. Fait qu'étant donné que c'est un gain capital de longue durée, le taux est très favorable. Donc, tu veux exercer avant de traverser la frontière, sinon vous allez perdre la qualification. Donc, évidemment, on a parlé de plans qualifiés, les avantages des plans qualifiés. La deuxième chose qu'on va parler maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle les régimes fiscalement avantageux. Donc, on peut faire des plans qualifiés qui demandent quand même un peu plus d'administration. Les régimes fiscalement avantageux, l'avantage, évidemment, c'est qu'ils sont beaucoup plus faciles à administrer, ça coûte moins cher, sont moins compliqués, et c'est pour ça qu'on les utilise. Quand est-ce qu'on utilise, disons, le SEP IRA? C'est toutes des IRA différents, right? Puis encore une fois, je ne passerai pas à travers toutes les stratégies, mais le SEP IRA va souvent être utilisé comme propriétaire ou entrepreneur de petites entreprises. Souvent, les gens d'affaires comme les avocats, les cabinets, etc., vont utiliser le SEP IRA. Pourquoi? Parce que c'est l'employeur seulement qui peut donner des cotisations. C'est flexible. Ça te permet de mettre un montant quand même assez substantiel. Mais parce que ce n'est pas un plan qualifié, évidemment, on ne peut pas sortir de l'argent avant, sans être pénalisé avant l'âge de 59 ans et demi. Le Simple IRA va être plus utilisé au niveau de manufacturier si vous avez une manufacture puis que la masse salariale elle est plutôt faible. L'avantage, évidemment, c'est que c'est un pourcentage beaucoup moindre. On a deux formules qu'on peut utiliser. Le 3 qui veut dire que je donne un équivalent de mon employé, c'est-à-dire que si mon employé met 1 je mets 1 s'il met 3 je mets 3 ou je peux mettre un 2 non électif, ça veut dire que no matter what, je mets 2 en tant qu'employeur. C'est une stratégie qui est très, très facile à mettre en place, qui nous permet aussi d'attirer nos employés, surtout au niveau manufacturier, on va le voir souvent. Si jamais on ne veut pas utiliser aucune de ces stratégies-là, puis qu'on veut juste quelque chose de vraiment facile, on peut mettre le IRA et le Roth IRA. Ce sont les types de fonds que vous allez entendre le plus souvent parler. Évidemment, ça ne demande aucune administration, mais les contributions sont beaucoup moindres.
Et puis, les flexibilités sont beaucoup moindres, right? Le IRA, la seule chose que je veux mentionner, le IRA est semblable au REER, tandis que le Roth IRA est semblable au CD. La seule chose que je veux mentionner, c'est que le IRA aux États-Unis, différent de nous autres, peut être après impôt ou avant impôt. Pour avoir la déduction au niveau de l'impôt, ça veut dire que quand je suis célibataire, je dois faire moins que 78 000. Si je fais plus que 78 000, ma contribution va être, elle va être non déductible. OK? En tant que marié, c'est 129 000 avec le couple. Donc, encore une fois, la déduction. Mais je peux toujours mettre dans mon IRA, mais la seule chose, c'est une question de si elle peut être déductible ou non. Donc, avant de traverser la frontière, si vous avez mis des contributions après impôt, c'est important d'y sortir parce que quand vous allez vous retrouver au Canada, évidemment, vos IRA sont automatiquement qualifiés comme si vous les aviez mis avant impôt. Donc, pour éviter la double taxation, vous sortez vos montants. Donc, évidemment, il y a énormément de plans qu'on peut utiliser. Au bout de la ligne, je ne passerai pas à travers. C'est le professionnel qui va vous dire quoi faire, comment et quel plan utiliser. Mais si vous voulez pouvoir attirer des employés et de la qualification, des bons employés, c'est suggéré qu'on met quand même certains plans en marche. Donc, ce que vous utilisez mon cabinet, que vous utilisez d'autres cabinets, c'est important de vraiment faire de vraiment laisser le professionnel et d'être honnête aussi quand vous donnez vos commentaires pour qu'on utilise les bons plans. Ça étant dit, je passe à Sam qui va dire comment on va vous aider au niveau quand vous allez aller en Floride. Merci, Sophie. Oui, comme Sophie a dit, c'est quand même compliqué d'établir aux États-Unis, partout aux États-Unis, si pas Floride, mais New York. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler avec des conseillers comme Sophie, de prendre avantage de leur expérience. Comme il y a des choses que vous pouvez pas être dans, comme double taxation, double imposition, immigration surtout, c'est des choses qui est vraiment important de faire avant votre stratégie d'établir en Floride ou ailleurs aux États-Unis. Mais malgré, on est là pour vous aider, surtout moi, Sophie, des autres qu'on travaille avec. Il y a certains services qu'on offre et tous ces services sont gratuits, donnés par l'État de Floride envers Entreprise Floride. Par exemple, si vous voulez chercher pour un site, pour votre dépôt, pour votre usine de fabrication, votre bureau, etc., on va travailler avec toutes les villes, toutes les counties en Floride pour trouver de bons sites avec les prix. On va même vous donner d'informations sur votre secteur ciblé. On donne des services de permis comme si vous voulez faire une application de FDA. On vous aide. On a des experts qui sont là pour vous aider de mettre en application devant le gouvernement fédéral pour accélérer votre permis de FDA et tout le reste. On va quand même, comme j'ai dit avant, on va vous mettre en contact avec la communauté locale parce que des fois, l'État donne des services et en plus de ça, la communauté locale, comme des villes, les counties, ils offrent leurs propres services aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être en contact avec vous. Ils vont vous mettre parmi leur réseau local. Et aussi, on va vous donner d'informations démographiques, salaire, tout ça. Ensuite, quand vous avez devenu une entreprise floridienne, après 2 ans de travail dans l'État, il y a d'autres services qu'on offre en plus de ces services, comme être participant des expos internationales. Donc, on va couvrir, par exemple, 80% de vos coûts de participer dans les grandes expos et trade shows internationales. On a notre service qui donne 5 rendez-vous qualifiés
dans n'importe quelle région qu'on a des bureaux internationaux, comme au Japon, en Afrique du Sud, à Hong Kong et tout ça. Donc, on va étudier votre marché avec vous. On va étudier les cibles avec vous et on va vous donner cinq rendez-vous virtuels avec des potentiels partenaires, des potentiels clientes et tout ça. Parmi les autres aussi, on vous donne des offres de grant pour faire exporter vos affaires, vos biens, vos services. Mais comme je dis, c'est assez important de savoir le marché. Les États-Unis sont grands. Même Floride, vous pouvez voir population de 23 millions, 22 millions. C'est quand même un marché assez grand. Mais il y a plein d'opportunités. Il y a plein des options d'attraper les bons employés, comme Sophie a dit. Mais il faut savoir votre stratégie. Il faut travailler avec de bons conseils. Voilà. Donc, à ce point-ci, je pense qu'on va prendre les questions s'il y en a. Je pense que Mélodie Oui, a pris je en suis- réserve les questions. Oui, ben, tout à fait. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme présentation. Et puis, je tiens juste à rappeler aussi aux gens présents en ce moment que la présentation, elle est enregistrée et que vous pourrez l'écouter en rediffusion sur le site de la Chambre. Et puis, en effet, on a reçu plusieurs questions de nos membres en amont. Donc, je vais pouvoir vous les poser. Je crois que la première pourrait s'adresser à M. Oriaban et la question est la suivante, c'est quelles sont les branches ou les secteurs industriels les plus importants en Floride? Oui, absolument. Donc, en tête, on a à peu près 6-7 secteurs industriels plus importants en Floride. Ça veut dire qu'on Bon, il est parti, fait que je vais pouvoir répondre. Aérospatial et un, deux autres. Agriculture, elle est un autre. Sam, you can come back anytime. Hein? Désolé. Oui. Donc, on a, comme j'ai dit, on a 7 secteurs industriels importants comme aérospatial. Vous pouvez voir tout ce qui se passe par rapport de Kennedy Center, NASA, en Floride, sur notre Space Coast, sur le côté l'est de Floride. Il y a beaucoup de fabrication par rapport de medtech, sciences de vie. Il y a beaucoup de, évidemment, agriculture. High-tech, Floride et Miami surtout, et le New York City de Sud. Donc, il y a beaucoup de talents sur high-tech, cybersecurity, même cryptocurrency. Le Miami est vraiment actif dans ce secteur. Il y Aussi, a un gros secteur juste aussi, si par je peux rapport... introduire un peu, Oui, le biotech est très fort en Miami, ainsi que le virtual est plutôt fort au côté ouest, dans le coin d'Orlando et Tampa, dans le Crescent. Donc, dépendant de vos technologies, vous allez avoir différents secteurs, mais c'est très, très fort aux États-Unis en Floride. Go ahead, exactement, Sam, I'm sorry. exactement. Oui, non, non, c'est correct, merci. Oui, exactement. Et aussi, juste par rapport à notre position au sud-est des États-Unis, logistique aussi, c'est vraiment important. Il y a des grands joueurs comme FedEx, DHL, ils ont leur siège social régional en Floride parce qu'il y a beaucoup de connexions aériennes et maritimes entre Floride et des autres régions internationales. Merci beaucoup. On a également une autre question par rapport au régime d'avantages sociaux. Est-ce que si je suis un résident canadien et que je ne suis pas un citoyen américain, mais que je viens d'avoir une société américaine, est-ce que je peux offrir un régime d'avantages sociaux à mes employés? La réponse brève, c'est oui. OK. Qu'est-ce que tu as besoin pour partir un régime social? Au fond, c'est pas automatiquement que vous soyez américain vous-même, mais que vous aviez un numéro qu'on appelle un EIN, qui est un numéro d'employeur aux États-Unis. Tant et aussi longtemps que vous avez ça, vous pouvez mettre un régime. Et pour que les employés puissent participer, parce qu'en tant qu'employeur, si je n'ai pas un Social Security Number, je ne pourrai pas participer, mais les employés qui ont des Social Security Number vont pouvoir participer. Donc, ça prend un Social Security Number pour participer, mais ça prend seulement un EIN pour offrir le plan à nos employés. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, on a aussi par rapport au bassin de talent. C'est quoi la disponibilité et le coût du bassin de talent en Floride par rapport à d'autres États?
Ouais, je vais prendre ça Oui. d'abord, Sophie. Après, je vais te passer pour vous donner. Donc, je vais dire, surtout dans certains secteurs, comme j'ai dit, par exemple, le high-tech, tout ce qui est par rapport au AR, VR, le même talent en Floride, ça coûte à peu près 1,3, le troisième. Comment on dit, Un one-third, tiers. Un tiers. moitié, voilà, c'est désolé, merci de cette talent qui est basée en New York au Californie. Aussi, il y a la disponibilité de talent dans le Floride qui est important aussi. On n'a pas ça en Californie, on n'a pas ça en New York, on n'a pas ça dans certains États parce qu'il y a une saturation de talent. Ils importent leur talent. Nous, on a ce talent basé en Floride même. On a même des talents qui viennent en Floride depuis des autres États proches de nous parce qu'il n'y a pas il y a pas cette D'impôt assez personnel. opportunité. Voilà. Donc, voilà, c'est la disponibilité de talents et le coût qui est moins cher que des autres États qui est important. Juste pour vous donner une idée un petit peu, tu sais, comme quand on parle de la Californie, on se retrouve souvent à 58 de taxes, puis quand on parle de la Floride, on se retrouve à 5. C'est sûr que les gens qualifiés souvent vont aller vers la Floride. Et le coût de vie est beaucoup moins en Floride qu'il est en Californie. C'est sûr qu'il est plus cher qu'il est au Québec, là, mais il est quand même moins. Donc, c'est pour ça qu'on a tellement un talent, un pool de talent intéressant en Floride. Donc, si vous cherchez des employés, il n'y a pas de problème. Puis, ça va toutes les introduire. Exact. Va tous vous les amener. Voilà, exactement. Je n'ai pas besoin d'y aller chercher. Parfait, merci beaucoup. Et puis, on a aussi une autre question par rapport aux assurances-vie et tout, c'est est-ce que l'assurance-vie est ajoutée à la succession? Ça, c'est une erreur que plusieurs gens font. Oui, si vous êtes propriétaire de l'assurance vie, surtout en tant que US citizen, c'est-à-dire un citoyen américain, elle est rajoutée. Donc, il y a des trucs qu'on peut faire, hein, parce que si ton conjoint n'est pas américain puis elle est étrangère, c'est-à-dire canadien ou européen, mais la première chose que vous pouvez faire, c'est juste donner le ownership, c'est-à-dire donner l'ownership à votre conjoint. Donc, à ce moment-là, ça ne rentre pas dans la succession. Ça ne change pas le fait, le bénéficiaire ou sur quelle vie qu'on met l'assurance, mais ça fait que le ownership n'est pas détenu. Donc, à ce moment-là, ça fonctionne. Si jamais, malheureusement, tout le monde est canadien et puis qu'on n'a pas d'exemption qu'on peut aller chercher, souvent, le monde va utiliser le ILIT que j'ai mentionné dans la fiducie, qui est un Irrevocable Life Insurance Trust. C'est une façon de le faire, c'est qu'on met l'assurance à travers la fiducie et puis, évidemment, ça ne rentre pas dans le droit de succession. Donc, c'est une façon de le faire. Parfait, merci beaucoup. Et puis, une dernière question qu'on a reçue, c'est par rapport à, mais, tu sais, on a compris un peu le tout, pourquoi investir aux États-Unis et tout, mais pourquoi choisir la Floride plutôt qu'un autre État, puis particulièrement pour les entreprises canadiennes? Bon, comme j'ai dit, d'abord, il y a plusieurs Canadiens, plusieurs Québécois, Québécoises qui travaillent en Floride. Il y a certaines régions comme Hollywood, ça, c'est vrai, il y Le a Québec. Québec, c'est ça, C'est c'est un français. petit Québec, exactement. Il y a une grande communauté bilingue anglo-francophone qui vient de Québec. Ensuite, comme j'ai dit, c'est vraiment encore de connexion des États-Unis avec Amérique latine et Caraïbes. On a des zones franches libres, de Free Trade Zone. Il y a à peu près 12 zones franches libres en Floride. C'est bien pour les entreprises canadiennes qui vous fabriquer leurs produits, qui vous faire un assemblage light dans cette zone. Ils n'ont pas obligé de payer des impôts, de coutumes et tout ça. Si c'est bien, vont être exportés directement aux autres pays que les États-Unis. C'est une zone libre. Donc, ils ne paient rien comme impôt, ils ne paient rien comme coutume. Il n'y a pas de customs, de douane et tout ça. Donc, et ça va coûter votre coût de transportation. Parce que si ça va être 2 heures depuis Floride en Caraïbes ou en Amérique latine, c'est vraiment plus proche. Et je vais te donner un chiffre, 60% des entreprises qui sont basées en Miami, ils sont là pour travailler avec l'Amérique latine et Caraïbes. Donc voilà l'importance d'une région comme Miami.
Donc, si vous n'aimez pas les 22 millions qu'on a des Floridiens, mais vous allez chercher l'Amérique latine, qui est une autre population qui est rajoutée, parce que si 22 millions, c'est pas assez, on en rajoute d'autres. Exactement, exact. Merci beaucoup. C'était les questions qu'on avait reçues là, pour la formation. Merci, super intéressant. Et peut-être que je pourrais vous demander si vous avez un petit mot de la fin, que vous avez envie de partager quelque chose de supplémentaire, allez-y. Et puis, je rappelle à tous les gens présents que la présentation elle va être disponible en rediffusion sur notre site web là, au courant des prochains jours et que également au courant des prochains jours, on va vous envoyer votre attestation de participation. Donc, merci à tous d'être présents et d'avoir été présents et je vous laisse le mot de la fin. Ben, merci tout le monde. Je voulais juste dire merci. La deuxième chose, je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une mission économique qu'on va faire en Floride, je crois, à fin janvier. Je n'ai pas la date exacte, mais je pourrais la partager avec la Chambre de commerce de Laval. Donc, si vous êtes intéressé à aller vous installer en Floride, ces missions-là sont le fun parce que vous allez vous asseoir avec plusieurs professionnels. On va vous trouver des partenaires avec qui travailler, que Sam connaît. Fait que Sam va présenter le monde entier. Puis si vous avez besoin d'employés, il n'y a pas de problème, il y en a en masse. Donc, je voulais juste vous dire merci et à la prochaine. S'il y a des questions, gênez-vous pas, vous avez nos coordonnées. Oui, exactement. Merci pour l'opportunité. C'était un plaisir de participer à cet événement. Et s'il y a des questions, comme j'ai dit, on a un bureau à Montréal. Venez vers moi, je pourrais vous diriger vers eux. Ils vont vous aider directement au Québec. Si vous avez l'intérêt de participer au notre événement de mission commerciale en janvier, ça serait plaisir de vous aider. Oui, merci. Ben, merci à vous deux. Je vous souhaite une excellente journée. Et Merci. Vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.